Nombre d'entre nous ont grandi en rêvant des dinosaures, et ceux-ci occupent une certaine place dans notre cœur. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde, et beaucoup adorent se moquer d'eux à cause de leur apparence parfois étrange, leurs petits bras, leur tête minuscule, etc., etc. Et comme si les moqueries sur le physique ne suffisaient pas, il est souvent question de leur piètre performance lors de l'extinction crétacé-tertiaire. Certains trouvent amusant le fait que les dinosaures non-aviens se soient fait éradiquer par un simple caillou. Et franchement, quand j'entends ça, c'est un poil énervant, car totalement injuste. Certes, peut-être qu'un simple roc eut leur peau, mais je pense qu'ils avaient déjà fait leurs preuves en termes de résilience, ceci lors d'un autre événement apocalyptique. Une catastrophe dont la plupart des gens n'ont même jamais entendu parler, et qui pourtant fut encore plus meurtrière que l'astéroïde. Or, les dinosaures n'ont pas juste survécu à cet événement. Non, c'est cette tragédie qui les sauva de leur tortionnaire et qui annonça l'avènement et la domination des dinosaures. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la 4e extinction majeure, l'extinction Trias-Jurassique. Il s'agit de l'une des 5 plus grandes catastrophes qu'ait connues la vie sur Terre, autrement dit, l'une des 5 extinctions de masse majeure, et la 2e plus récente après celle du Crétacé. Mais en géologie, récent ça ne veut pas dire grand chose, car cela s'est produit il y a environ 201,4 millions d'années. Autrement dit, le T-Rex, le Spinosaurus, le Triceratops et l'Ankylosaurus vécurent à des époques plus proches de nous dans le temps que de leurs ancêtres ayant enduré cette catastrophe. D'ailleurs, au moment où elle frappa, ni le monde, ni les dinosaures ne ressemblaient à ce qu'on imagine habituellement. Les dinosaures n'étaient pas encore les maîtres du monde, loin de là. Ils n'étaient qu'un groupe parmi tant d'autres au sein de la très étrange biodiversité du Trias supérieur, en particulier celle du Rétien, le dernier âge de cette période. Le monde était globalement bien plus aride qu'aujourd'hui, avec des régions connaissant des saisons sèches et humides bien distinctes, et des pics de chaleur ravageaient souvent ces terres désolées. Mais le plus intéressant est que notre planète subissait alors d'immenses bouleversements géologiques avec le démantèlement de la Pangée. S'étant formée environ 130 millions d'années plus tôt, durant le Carbonifère, la Pangée commençait finalement à se fissurer et à se fragmenter, causant un remodèlement complet des continents. Et quant à ses habitants, on peut dire qu'il y avait du beau monde. Sur Terre, le sommet de la chaîne alimentaire n'était pas occupé par les dinosaures, mais par de terribles pseudosuchiens, l'un des 2 grands clades d'archosaures. Au Trias tardif, ces charmantes bestioles vivaient leur best life, si je puis dire, atteignant parfois des tailles impressionnantes. Certains étaient de gigantesques superprédateurs, dotés de crânes massifs et de dents tranchantes et dentelées. Parmi eux, certains des membres les plus connus étaient le Postosuchus et le Phaseolasuchus, ce dernier étant le plus grand prédateur terrestre non dinosaure ayant jamais existé. Même si la plupart étaient quadrupèdes, certains étaient aussi bipèdes, ressemblant énormément aux dinosaures. Vous aviez par exemple ce petit gars, le Poposaurus, mais aussi le Silosuchus, qui lui était un herbivore. Cet étrange animal ressemblait beaucoup aux grands théropodes qui viendront plus tard, à la fois énorme, bipède et détenant le titre de la plus grande créature non dinosaure à avoir marché sur 2 pattes. Mais leur diversité ne s'arrête pas là, et vous aviez des pseudosuchiens à voile, avec divers modes de locomotion ou régime alimentaire, et encore bien d'autres caractéristiques rendant ce groupe particulièrement étrange. Si vous voulez en savoir plus sur les étranges crocos du Trias, je vous invite à regarder les vidéos sur le Carnien et les Rawisuchiens. Néanmoins, ils n'étaient pas les seuls monstres à hantant le Trias, et il aurait été impossible de faire un pas sans tomber sur un autre groupe, les Phytosaures. C'était encore un autre type d'archosaures primitifs, qu'on peut résumer comme des crocodiles. Enfin je veux dire, ils leur ressemblaient comme 2 gouttes d'eau, tant par la taille, la forme du corps et leur mode de vie, la plupart étant de grands prédateurs semi-aquatiques. À vrai dire, si je vous mettais les 2 côte à côte, vous pourriez avoir du mal à deviner lequel des 2 est le vrai croco. Mais encore une fois, ce n'est qu'une énième convergence évolutive, les crocodiliens modernes étant plus apparentés au Phaseolasuchus qu'à n'importe quel phytosaure. Ce qui prouve bien à quel point ce mode de vie est efficace, peu importe l'époque. Et comme les Rawisuchiens, certains pouvaient être grands, très grands même. Ainsi, entre eux et les Rawisuchiens géants, le monde ne manquait clairement pas de prédateurs, et c'est sans compter les quantités astronomiques d'étranges amphibiens, d'énormes dicynodontes et d'aétosaures blindés qui parcouraient ces terres.
Et dans les océans, la situation était encore plus chaotique si je puis dire. Vous aviez des poissons n'ayant rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, des ichthyosaures géants, les premiers plésiosaures, divers groupes de céphalopodes et une ribambelle de reptiles marins, tous plus bizarres les uns que les autres. Mais au milieu de tout ce beau monde, il y avait un autre groupe, souvent bien plus discret, nos amis les dinosaures. À la fin du Trias, ces derniers existaient déjà depuis plus de 30 millions d'années et avaient fait du chemin depuis leur début. De petites créatures fragiles au crânien, ils évoluèrent en de nombreuses formes différentes et colonisèrent le monde entier. Au Étien, ils s'étaient déjà divisés en deux groupes que vous connaissez bien, les sauropodes et les théropodes, tandis que les ornithischiens, eux, devront encore patienter un petit peu. À cette époque, vous pouviez retrouver plus d'une douzaine de genres différents à travers la Pangée agonisante, leur offrant une grande diversité d'habitats et de refuges potentiels. Parmi eux, le plus connu est sans doute le Coelophysis, qui dans certaines formations était extrêmement abondant, avec des centaines d'individus découverts et visiblement peu perturbés par l'aridité de ces terres. C'était un dinosaure particulièrement prospère, même s'il n'était pas bien grand, ce qui est assez représentatif de la plupart des espèces de l'époque. Mais il y avait quelques exceptions, et aux côtés de Coelophysis, on trouvait aussi des sauropodomorphes comme le Camelotia, pouvant mesurer jusqu'à 10 mètres et peser près de 4 tonnes. L'un des plus grands dinosaures de tout le Trias, comparable en poids à un éléphant. Il arpentait ce qui est aujourd'hui l'Angleterre, qui à cette période n'était pas une île, mais un simple morceau de la Pangée. Cependant, tout ceci n'allait pas tarder à changer, et ce de façon spectaculaire. À ce stade, vu mes nombreuses allusions, vous pourriez penser que c'est la fragmentation de la Pangée qui causa l'extinction du Trias tardif. Eh bien, oui, mais non. C'est compliqué, on va dire. Au cœur de la Pangée se trouvait une structure d'une taille colossale, la province magmatique de l'Atlantique central, ou CAMP pour la faire courte. Dans les années 90, les scientifiques commencèrent à remarquer des quantités inhabituelles de roches volcaniques sur divers continents, celles-ci datant de la même époque et séparées par de très grandes distances. Des régions en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique présentaient de nombreux sites où d'immenses quantités de roches volcaniques avaient été déposées et avec des compositions très similaires. Assez déroutant, j'imagine, jusqu'au moment où les paléontologues réalisèrent qu'au Trias, ces endroits étaient tous connectés. Ces immenses accumulations de lave provenaient donc d'une gigantesque zone volcanique située au cœur du supercontinent, ceci fragmentant les terres, causant de féroces éruptions et déclenchant ainsi l'extinction Trias-Jurassique. Ce genre d'événement n'est pas nouveau sur notre planète, avec notamment la pire extinction de tous les temps, la Permien-Trias, ayant été causée par une autre province volcanique assez similaire. Cependant, bien qu'elle fût plus meurtrière pour la vie, l'éruption du Permien était en réalité plus petite, ces coulées de lave s'étendant sur 7 millions de km² contre 11 millions pour la Kemp, faisant d'elle la plus grande province magmatique connue. Pour vous donner une idée, une telle quantité de lave suffirait largement à recouvrir l'intégralité de l'Europe, et pas sous une fine couche, avec des coulées de lave comparables à des tsunamis de roches pyroclastiques. Et si vous allez au Maroc aujourd'hui, vous pourriez observer des montagnes de roches volcaniques dépassant les 90 étages. Les études sur la Camp estiment que le volume total de lave éjectée atteignait jusqu'à 6 millions de km3, soit l'équivalent de plus de 1500 Everest. Ça fait beaucoup de lave, et plus qu'assez pour générer un sacré bazar. Et tout comme au Permien, ce n'était pas juste une très mauvaise journée à passer, mais plutôt une longue agonie, avec des éruptions s'étalant sur plus de 600 000 ans, réparties en 4 impulsions différentes, qui, à elles toutes, causèrent quelques petites perturbations climatiques. Car oui, les torrents de lave bouillante n'étaient que la partie émergée de l'iceberg, car ceci entraîna une cascade d'événements catastrophiques pour la biosphère. Les premiers à se manifester furent les immenses quantités de gaz et de cendres crachées par les volcans. Ceci finit par masquer le soleil, plongeant ainsi le monde dans l'obscurité et le froid, entraînant la mort de nombreuses plantes et la famine pour les herbivores, puis bien sûr pour les carnivores. Toutefois, même si le froid fut problématique à certains moments, c'est en réalité la chaleur extrême qui finit par s'imposer, avec de courtes périodes de froid intense, suivies de rapides réchauffements, ceci à cause de notre vieil ami, le CO2.
Certaines études ont même montré que la fin du Trias serait l'une des époques avec les plus hauts taux de CO2 atmosphérique de ces 500 millions d'années. Comme vous vous en doutez, les températures finirent par exploser le thermomètre, parfois même 10 degrés supérieures à celles de la fin du Rétien, une époque déjà bien plus chaude qu'aujourd'hui. Autrement dit, l'Espagne aurait été plus chaude que le Congo. Et c'est une bonne comparaison je trouve, car il n'y a pas juste la chaleur qui augmenta, mais l'humidité aussi connut une hausse brutale, un duo particulièrement éprouvant pour les grands organismes. Ces changements transformèrent l'apparence des continents et même la météo en général fut affectée. Pour être exact, on pense notamment que cela augmenta drastiquement la fréquence des orages violents gorgés d'éclairs, certaines estimations suggèrent une multiplication par 5 de ces derniers. Cela ne semble pas particulièrement grave dit comme ça, mais déjà ça donne une super ambiance de fin du monde, et surtout cela eut des conséquences désastreuses, notamment via l'augmentation des incendies provoqués par la foudre. Ceux-ci furent si nombreux que de grands dépôts de charbon datant de l'époque furent découverts. Alors en France c'est plutôt rare, mais encore aujourd'hui, la foudre provoque plus de 17 000 incendies par an, et ce rien qu'aux États-Unis. Durant le Trias, ces feux étaient si intenses que les sols eux-mêmes subirent une dégradation significative, détruisant la flore et provoquant un effondrement total de la chaîne alimentaire. Et tout ça, c'était juste les effets les plus visibles de cette fin du monde. Car si vous pouviez y retourner et que vous y restiez quelque temps, vous n'auriez pas juste à vous soucier de la météo et des feux. Petit à petit, vous commenceriez aussi à tousser, avoir le souffle court, vomir, saigner des gencives, avoir des troubles de la vision et de la coordination, et peut-être même des convulsions. Vous remarqueriez aussi un étrange petit goût métallique dans la bouche. Eh bien, durant cet événement, l'air lui-même aurait cherché à vous tuer, car des quantités colossales de mercure furent relâchées par les éruptions, recouvrant de vastes portions de notre planète. Les paléontologues observèrent même des spores dont les chromosomes furent affectés par le mercure. Or, malheureusement, tout ça n'est rien comparé à ce qui se passa dans les océans, et la situation y était encore plus catastrophique. Les éruptions avaient rendu de nombreuses parties des eaux totalement anoxiques, autrement dit dépourvues d'oxygène, asphyxiant la plupart des formes de vie. Couplé à ça, le pH chuta aussi drastiquement, indiquant une acidification mondiale des océans. Cela détruit la quasi-totalité des récifs et malmena toutes les créatures utilisant du carbonate de calcium, soit beaucoup d'animaux différents. En effet, vu qu'il se dissout très bien dans l'acide, on peut imaginer que ce fut une véritable torture pour la vie marine, ceci en plus des températures élevées, des anoxies et de l'empoisonnement au mercure. Tout ça combiné, les effets de ces éruptions furent simplement intolérables pour la grande majorité des animaux, et à l'aube du Jurassique, environ 80% de toutes les espèces du Trias n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Dans les océans, les conodontes, un groupe iconique qui occupait les mers depuis des centaines de millions d'années, furent tous exterminés. Les placodontes aussi les rejoignirent dans la tombe, ainsi que les Shastasuridés, un groupe d'ichthyosaures ayant été les maîtres incontestés des océans et peut-être les plus gros animaux qu'ait connus notre planète. Sans être complètement anéantis, le plancton en prit plein la figure et les ammonites ont failli connaître le même sort. Même les coraux furent lourdement touchés, avec 96% de tous les genres ayant disparu. Néanmoins, malgré ce carnage, la vie aquatique s'en sortit bien mieux qu'aux Permiens lors de cette extinction, et ce fut la vie terrestre qui subit le plus de pertes. Déjà, parlons de la flore, où presque tous les groupes furent balayés, et l'on estime que jusqu'à 73% des plantes s'éteignirent. Seuls les conifères s'en tirèrent plutôt bien, amenant à une domination totale de ce groupe au Jurassique. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant d'un autre clade bien connu, ayant pourtant prospéré durant le Trias, les amphibiens. Avant cet événement, on trouvait de grands amphibiens prédateurs dans à peu près toutes les sources d'eau douce et les marécages du globe. Mais au début du Jurassique, ils avaient quasiment tous disparu et ne se remirent jamais de cette catastrophe. Ce fut la fin du règne des légendaires temnospondyles géants qui, à certaines périodes, comme le Carbonifère, donnèrent de véritables monstres. Cela dit, contrairement à d'autres, ils s'en tirèrent assez bien, n'ayant pas complètement disparu. De même, presque tous les pseudosuchiens du Trias, à l'exception de certains petits crocodilomorphes, furent balayés par cette extinction. Peu importe qu'ils fussent présents partout dans le monde ou qu'ils eussent des tailles et des régimes alimentaires variés,
ils furent totalement oblitérés, y compris 100% des Rauisuchiens, les rois du Trias, ainsi que leurs étranges cousins herbivores, les Aetosaures. Aux côtés de ces deux groupes dominants, d'autres clades moins connus furent également exterminés, tels les Trilophosauridae, les Tanistrophéidae, les Procolophonidae, les Drépanosaures et les terribles Phytosaures. À notre connaissance, si l'on regarde le nombre d'espèces perdues, il s'agit de la 3e extinction la plus meurtrière de l'histoire de notre planète, plus létale encore que l'extinction du Dévonien et du Crétacé. Et pourtant, malgré la sévérité de celle-ci, un certain groupe s'en tira miraculeusement bien. Non seulement les dinosaures survécurent à ces éruptions cataclysmiques, mais ils s'en sortirent presque indemnes. Or, c'est un mystère absolu, car comme beaucoup de ceux ayant péri, ils étaient eux aussi des archosaures, et pas forcément beaucoup plus petits que ces derniers. Bien que les théropodes fussent généralement assez petits, les sauropodes étaient les plus grands animaux terrestres du Rétien. Étrange quand même, surtout quand on se souvient qu'ils mourront tous, enfin presque, 134 millions d'années plus tard, lors d'un événement en quelque sorte moins grave que l'éruption des Camps. Alors, comment ça se fait ? Eh bien, désolé, mais on ne sait pas vraiment. Car oui, contrairement aux 4 autres extinctions majeures, il semble qu'être petit ne conférait pas forcément un énorme avantage, ce qui perturba grandement les paléontologues. Une hypothèse assez intéressante serait que les dinosaures du Trias devaient leur survie à leurs ancêtres. Contrairement aux autres archosaures, les premiers ancêtres des dinosaures étaient de petites créatures agiles et rapides, avec un métabolisme plutôt à sang chaud. Cette caractéristique leur offrait une plus grande résistance aux changements de température, les protégeant de ce qui fut peut-être l'un des effets les plus destructeurs durant cette extinction, de courtes mais intenses vagues de froid lorsque le soleil était masqué. Les pseudosuchiens, eux, et autres perdants de cette catastrophe, ne disposaient pas de ces mêmes protections contre le froid. On souligne aussi que les dinosaures de l'époque étaient bien moins spécialisés qu'ils ne le deviendront plus tard, même les sauropodomorphes, dont certains auraient pu être omnivores, alors que les pseudosuchiens notamment étaient bien plus spécialisés. Ainsi, dans un monde stable et sans éruption, les pseudosuchiens étaient fortement avantagés et bien plus performants dans tous les domaines. Mais lors de l'extinction Trias-Jurassique, cette spécialisation causa leur perte, car trouver des ressources dans ce monde en ruine devint de plus en plus difficile. Les dinosaures, par contre, pouvaient manger tout ce qui passait à leur portée grâce à leur régime plus généraliste. Outre ces différences physiques, certains pensent que la survie des dinosaures se résume tout simplement à la chance. Être au bon endroit, au bon moment. Il s'avère que leur aire de répartition était davantage concentrée vers le sud, notamment en Antarctique, où les pseudosuchiens étaient plus rares et qui étaient mieux protégés contre certains effets, comme, les chaleurs intenses et prolongées, les feux et la campe elle-même. Quoi qu'il en soit, les dinosaures s'en sont sortis, et on pourrait même dire que ce fut une bénédiction pour eux. Ils se retrouvèrent alors dans un monde presque vide, devenant rapidement les animaux les plus communs sur Terre, lançant ainsi leur formidable règne qui dura pendant des millions et des millions d'années. Cette extinction de masse fut véritablement cruciale pour les dinosaures, et sans elle, beaucoup de groupes n'auraient probablement jamais vu le jour. Pire, ils auraient pu s'éteindre eux-mêmes à cause de la forte compétition avec les pseudosuchiens. Et ce n'est seulement qu'après la catastrophe, au début du Jurassique, que l'on observe une radiation évolutive majeure au sein de ce groupe, menant notamment à l'apparition officielle des ornithischiens et à toute une ribambelle de nouveaux théropodes et sauropodes. Au fait, il y a encore un autre groupe que je n'ai pas encore mentionné et qui lui aussi remporta le jackpot lors de ces éruptions, les ptérosaures. Ce clade de reptiles volants venait tout juste d'apparaître au Trias supérieur et c'était une sacrée révolution, étant les premiers vertébrés ayant la faculté de voler et non juste de planer. Comme ils étaient les premiers à conquérir les cieux, on pourrait s'attendre à un succès immédiat, mais en réalité, ils ne s'en sortaient pas si bien au début. Après, ce n'est pas qu'ils s'en sortaient mal non plus, c'est juste qu'au départ, ils étaient très petits et plutôt rares, ce qui rendait leur expansion difficile. Ils devaient aussi cohabiter avec les Charopterygidae, une famille d'archosauromorphes méconnus, mais qui comptait parmi les créatures les plus incroyables du Trias tardif. Ces animaux étranges ne possédaient pas des ailes au niveau des bras, mais plutôt au niveau des jambes, ce qui leur permettait de planer et leur donnait une allure vraiment unique. Donc même si le vol à proprement parler restait une spécificité des ptérosaures, il y avait quand même un peu de concurrence à l'époque.
Cependant, tout comme les dinosaures et contrairement aux charovips téréguidés, les ptérosaures s'en sortirent comme un charme face à cet apocalypse. Au début du Jurassique, ils se retrouvèrent eux aussi parmi les animaux les plus communs et plus ou moins les seuls capables d'occuper les cieux. Ceci leur permit de coloniser le monde entier et d'assurer leur domination sur les aires du Mésozoïque aux côtés des dinosaures. Un autre détail vraiment intéressant avec ce duo, c'est que les deux survécurent à cet événement, avec brio même, et disparurent exactement au même moment. C'est peut-être dû à leur lien de parenté, appartenant tous deux aux avémétatarsaliens, ou juste à un mauvais coup du sort. Qui sait? Dans tous les cas, cette quatrième extinction de masse, probablement la moins connue d'ailleurs, nous offrit pourtant les créatures les plus extraordinaires de la préhistoire. Des animaux qui ne cesseront jamais de nous émerveiller. Merci de votre attention. J'ai posté un sondage super important dans l'onglet communauté et on se dit à la prochaine aux eaux perdues.